Bonsoir tout le monde. مرحبا بكم. Euh, Je suis honoré et ravi d'avoir des compétences, toutes tendances confondues. Et c'est un plus pour notre centre. Notre centre est né d'un rêve et d'une discussion en aparté avec M. Noufel l'Arabi lors d'un événement où on avait assisté ensemble. Mais de toutes les façons, chaque réussite commence par un rêve, comme disait Antoine Saint-Exupéry. Et on a cru en notre rêve. Et c'est une occasion pour remercier ceux qui ont cru en notre rêve et ceux qui nous ont soutenus. Et l'événement d'aujourd'hui, c'est le second qui s'inscrit dans une série d'événements qui seront organisés par le centre. On avait organisé le 26 février un webinaire. Et l'événement d'aujourd'hui, c'est le premier événement présentiel. Et c'est un événement d'une importance très cruciale au regard de la thématique et au regard des intervenants. Et comme vous avez devant vous d'éminents experts en le domaine, et je vous souhaite bonne chance et marhaba bikoum. D'ailleurs, d'avoir permis, d'avoir organisé cet événement, et de nous avoir tous réunis, à la fin, ça. Une équipe. Ils sont de l'eau. C'est toujours l'enjeu d'équipe et la réussite d'équipe en même temps. Donc, merci une fois de plus à vous. Merci d'avoir fait le déplacement, vous, parmi nous. Et merci également aux panélistes que je vais présenter tout de suite. Et là aussi, le débat autour, effectivement, ce que disait Mouchane Bayou sur un sujet qui est plus que d'actualité, qui, je pense, va le rester, autour des enjeux et des défis intelligence artificielle. On parle même d'intelligence artificielle générative. Donc, valeur aujourd'hui. Et puis de voir aussi avec, vous avez vu le pluralisme et la diversité des profils également qui m'assurent. Donc, on a aussi des angles de vue qui seront à la fois différents et à la fois complémentaires. C'est aussi le but et d'avoir cette team, d'avoir cette équipe aussi réunie ce soir. À l'extrême gauche, c'est Mahmoud Tahiri Jouti, qui est directeur Central Bank of Africa, que vous pouvez applaudir. Merci. À ma droite, Reda Benis, qui lui est vice-président de la Profond Group. La Profond qui est présent, contrairement peut-être à certains esprits, je ne sais pas, old school ou old schoolé, je ne sais pas, présent sur différents continents. Il n'est pas spécifiquement que présent sur le territoire marocain. Donc Reda Benis, que vous pouvez également applaudir et vous remercier. Karina Alemi est également parmi nous, à mon extrême droite, parce qu'il y a pour un mot à mon extrême gauche, Karina Alemi, qui est DG IT Africa Consulting, dans cette dimension aussi enjeux Afrique, mais pas que, aussi des enjeux de cybersécurité et d'éthique, et qui s'opposent aussi également dans le cadre de cette dynamique, ce tsunami, peut-être aussi de l'intelligence artificielle générative. Et Antel Labébé Pierre, associé consulting Forvis Mazar, qui lui est plus spécifiquement à l'aise, en tout cas, me semble-t-il, sur tout ce qui est collecte de la data, le traitement de la data, l'efficacité, l'efficience aussi de l'information avant qu'elle soit distribuée, mais aussi le cœur de métier, le cœur d'expertise de Forvis Mazar. Donc, on va peut-être tout de suite démarrer, peut-être avec vous, Karina, d'ailleurs, sur parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Mais on va essayer peut-être dans un premier temps de voir l'appréciation que chacun fait de l'intelligence artificielle, histoire de peu de démystifier. Donc, la parole est à vous. Du coup, l'intelligence économique, de base, c'est un processus qui permet de chercher et de pouvoir par la suite interpréter des données pour pouvoir éclairer la prise de décision. Donc, pouvoir éditer des informations. Qui dit processus, c'est un cheminement de plusieurs étapes, allant de l'analyse de besoins, en passant par la veille, pour arriver à la protection de l'information et par la suite de l'influence. Quant à l'IA, c'est un procédé qui, par défaut, automatisé et algorithmique, qui permet de ressembler au maximum à une capacité et à des mécanismes humains. Aujourd'hui, on arrive à une ère, je viens d'un background
d'expertise en intelligence économique auprès de l'école de guerre économique. Et par la suite, j'ai bifurqué un petit peu dans le monde du conseil et j'étais amenée un petit peu à travailler sur la cybersécurité et donc d'accompagner des entreprises du CAC 40, principalement dans le secteur industriel et dans l'assurance, par rapport à la mise en place de nouvelles, par rapport à l'adoption de nouvelles technologies et par rapport aux risques que ça entraîne. Aujourd'hui, on arrive vraiment à une étape où on voit une IA qui augmente et avec toutes les IA génératives, et on pense que l'IA, c'est principalement ChatGPT, etc., entre autres, alors qu'aujourd'hui, moi, je trouve que l'IA, elle permet de servir le big data, la promesse du big data, et par la suite, par contre, ça induit plusieurs risques. Plusieurs risques qu'aujourd'hui, les entreprises, et sur un petit peu le day-to-day que dans mes missions, etc., je vois que ça inclut des biais, des risques, et les entreprises ne sont pas forcément à 100% assez conscientes de ce que ça entraîne en termes d'augmentation de la surface d'attaque. Et je pense qu'on aura l'occasion de se pencher davantage. Après, évidemment, il y a tout l'enjeu de la souveraineté. Et est-ce qu'il faut parler du terme souveraineté ou aller plus loin et penser à plus une autonomie stratégique, parce que c'est le terme qui s'applique un petit peu à une époque qui est plus contemporaine, où il y a la dépendance par rapport à des IA. Et sachant que ce soit au Maroc ou en Afrique, on n'est pas forcément pionnier sur ces technologies. Et donc, par défaut, au lieu de parler de souveraineté, peut-être penser à l'autonomie stratégique de nos pays. Effectivement, on reviendra là-dessus, mais simplement, Karima El Amine, si vous deviez définir l'intelligence artificielle valeur aujourd'hui, quelle définition donneriez-vous? Alors, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de procédés qui sont automatisés et qui sont algorithmiques, qui se basent éventuellement sur des algorithmes pour pouvoir reproduire au mieux les capacités humaines, éventuellement les challenger, enfin les pousser. L'IA, il y a la partie IA générative, il y a la partie machine learning. Le machine learning fait partie de l'IA. Le deep learning est une sous-couche du machine learning. Aujourd'hui, ce qui est très démocratisé, c'est principalement de l'IA générative, parce que le machine learning requiert un certain nombre d'investissements et surtout une certaine capacité et un certain nombre de données. Et une IA, par défaut, elle se rôde avec de l'open source, donc avec la quantité massive de données pour pouvoir par la suite... L'objectif à terme, c'est de pouvoir faire de la prospection. Quand on parle de l'IE, l'avantage stratégique de quelqu'un qui fait de l'IE, ou bien le vrai avantage de quelqu'un qui fait de l'IE, c'est de pouvoir prendre des décisions. Donc pouvoir faire de la prospective, pouvoir faire du prédictif. Aujourd'hui, avec l'IA qui est impliquée au niveau de l'intelligence économique, elle fait éventuellement de la veille. Aujourd'hui, on arrive à un stade où on peut automatiser la veille, en se basant sur de l'IA, mais de là à aller faire du prédictif, là c'est un petit peu la limite qu'on voit aujourd'hui. En tout cas, c'est sur lequel on reviendra avec Nabil Bekhia, entre autres. Peut-être Reda Beni, sur l'intelligence artificielle générative, plus ce qui se passe aujourd'hui de manière accélérée, la lecture que vous en faites, vous en tant que Reda Beni, et puis peut-être au niveau de votre secteur d'activité qui est l'industrie pharma. La lecture, je vais pas la refaire d'un point de vue technique. Donc pour moi, l'IA, là en ce moment, c'est un moment dans le temps. C'est un concept. Si on essaie de décortiquer ce concept, c'est quoi? C'est un moment dans le temps technologique qui permet à toute entreprise de se mettre au même niveau et au même standard que toute autre entreprise dans le monde, sans penser aux différentes frontières, on va dire, économiques par rapport au cœur de l'entreprise. La data qui est aujourd'hui, qui a été historiquement mis de côté, on va dire, dans certaines industries, surtout dans l'industrie pharmaceutique, au Maroc, revient aujourd'hui en force parce qu'elle nous permet de décortiquer moi je parle d'une vieille dame de 75 ans, donc la Profond, le navire amiral du groupe aujourd'hui, c'est une entreprise qui a 75 ans et donc qui avait l'opposé d'une approche data-driven. C'est une entreprise qui aujourd'hui, après un chantier de 1 an et demi, d'ailleurs les copilotes du chantier sont présents dans la salle, on a réussi un pari assez extraordinaire, c'était de prendre justement cette vieille dame et de la redynamiser
et d'écraser les concepts et les protocoles, on va dire, internes à la gestion et au développement d'entreprise et de la revoir comme une start-up. Donc un challenge assez complexe parce que c'est beaucoup de décortication, mais on a eu la chance de construire probablement le plus beau data lake, le data warehouse de l'industrie pharmaceutique, puisqu'on a plus de 25 ans de data collectée. Donc l'entreprise qui a 75 ans, mais concrètement seulement 25 années de data numérique, digitale, qu'on a retravaillé, qui était complètement, ils appellent ça de la data raw, RAW, donc crue, et on l'a travaillé pour la rendre, pour la raffiner. Et aujourd'hui, on a utilisé cette data pour créer le premier socle, la première couche sur laquelle on est venu construire des nouveaux modules, des nouveaux outils qui nous permettent de prendre des décisions qui sont aujourd'hui data-driven. Donc aujourd'hui, le groupe La Profin, c'est un groupe qui prend des décisions basées sur la data. Donc c'est assez nouveau, ça nous permet d'accélérer à une vitesse qui nous paraissait complètement inimaginable. On parle en mois, hein. Il y a 24 mois à avoir cette discussion, c'était simplement pas possible. Aujourd'hui, le mindset de l'entreprise a changé, du groupe. On a une filiale en Inde avec qui on interagit constamment sur des outils d'IA pour la recherche et le développement. On a une structure en interne qui nous permet de remonter une data granulaire à tous les niveaux, donc on peut savoir notre produit de la fabrication jusqu'au moment où il est vendu, on a la traçabilité complète et la data qui nous remonte, qui est remontée à notre maison mère, on va dire. Et à partir de là, on développe in-house, donc sans avoir le besoin de outsourcer le développement, parce que grâce à l'IA, justement, on arrive en interne à avoir les mêmes ressources et les mêmes capacités, le même traitement de data qu'une entreprise, on va dire qu'une start-up dans la Silicon Valley qui a une centaine d'ingénieurs. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, ça permet justement de travailler à la même vitesse que toute autre entreprise dans le monde. Donc pour moi, l'IA, c'est ça, c'est un moment dans le temps. Il faut surtout pas rater, parce que c'est une course aussi. C'est une course à l'international, c'est pas une course locale. C'est pas à ce que nous on va mettre ça en place, ce module en place, ce qu'on va traiter la data comme ça pour être on va dire plus avancé que nos concurrents locaux. Non, c'est à ce qu'on va réussir à utiliser l'IA pour nous mettre au même niveau qu'un groupe pharmaceutique à l'étranger, voilà, aux standards internationaux, et surtout venir dépasser ce qu'on pensait être capable de faire grâce à cette approche de data-driven. Et aujourd'hui, c'est le cas, c'est ce qu'on... Avant de faire réagir à la fois bien sûr Nabil Bihia et Mahmoud Tahiri-Jouté, est-ce que ça vous a permis aussi de trouver des nouveaux gains de productivité, des nouveaux relais de croissance aussi, tout en maintenant une dynamique en matière de recrutement, parce qu'il y a toujours cette antinomie, parfois cette équation entre créer plus de richesse et en même temps créer aussi de l'emploi. Bien sûr, on a notre CTO dans la salle qui est notre Chief Transformation Officer, donc pas Chief Technology. On dit Transformation parce que c'est pluridisciplinaire. On a une vision complètement agnostique des différents silos de l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, on en discute où les outils qu'on développe ne se limitent pas à l'industrie pharmaceutique. Il se trouve qu'on est dans l'industrie pharmaceutique, mais ça s'applique à toute autre industrie. On arrive à prendre les différents silos, les boîtes noires, on va dire, de chaque industrie, on arrive à les écraser et à les rendre horizontales. Et la magie d'une entreprise qui est une organisation horizontale, c'est que la data n'a pas où se cacher. Et donc, on a les remontées à différents accès qui nous permettent de développer des maillons de communication entre chaque silo qui avant était complètement indépendant. On le revoit dans tous les secteurs. C'est classique. Dans la pharma, il y a beaucoup de silos parce que c'est un secteur réglementé avec différentes expertises à différents niveaux. On va de la fabrication jusqu'à la logistique. On remonte même la chaîne en allant dans la recherche et le développement. Donc, c'est vraiment pluridisciplinaire. Et aujourd'hui, on a justement cette capacité de prendre des décisions beaucoup plus rapidement, puisqu'on a une visibilité sur toute la chaîne de valeur de A à Z. Tu vas toujours pas répondre. Plus de gains de productivité. Beaucoup plus de gains de productivité. Voilà. Beaucoup plus de gains. Alors, sur ce, je vais revenir aussi à la charge là-dessus. Nabil, Bihia ou Mahmoud, de toute façon, c'est assez libre par rapport à l'intelligence économique, intelligence artificielle générative.
vous, le cœur de métier, l'expertise pour Fils Mazars, c'est essentiellement de la collecte, du profiling de la data pour aussi garantir son efficacité, son efficience auprès de vos clients. L'intelligence artificielle dans tout ça, est-ce que là aussi ça va être un coup d'accélérateur pour permettre de collecter plus vite, de traiter plus vite et de distribuer plus vite la data? Un dirigeant va chercher à avoir une bonne productivité, à gérer la productivité dans les différents R. On a eu la révolution industrielle, on a eu la révolution technologique. Aujourd'hui, on a une révolution robotique avec toute la dimension intelligence artificielle et derrière ce qu'on appelle aujourd'hui les agents IA ou les robots. C'est-à-dire aujourd'hui, on est capable d'entraîner un robot pour... Donc, ces aires-là ont permis de gagner en productivité au fil du temps. Le deuxième prisme, c'est la symétrie d'information. C'est quoi la symétrie d'information? C'est un concept économique qui dit, dans une transaction, il y a une personne qui a plus d'informations que l'autre, et celle qui a plus d'informations va faire le meilleur deal, va gagner dans le deal. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de casser ce concept. C'est-à-dire, avant, peut-être notre ami à la Profond, il y a 40 ans, 50 ans, ils avaient une information. Ils la détenaient comme étant stratégique et ça pouvait. Aujourd'hui, l'information existe partout. Vous pouvez savoir, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que fait votre concurrent, quelles sont l'offre exportable de n'importe quel pays, quelle est la demande de n'importe quel pays. Et donc, certaines entreprises ont vu ce capital qui était leur fonds de commerce, qui est l'asymétrie d'information. Si je prends une banque, la banque connaît le prêteur, connaît d'un autre côté l'emprunteur. Les deux ne se connaissent pas. Et donc, elle joue un rôle d'intermédiation. Je dis la banque de manière simple. Et donc, celui qui arrive à contourner l'information, l'asymétrie d'information, à détenir l'information, devient productif, devient performant. Le troisième risque, le troisième prisme, et pour expliquer après comment fonctionne l'IA, c'est la gestion du risque. C'est comment gérer tous les risques qui peuvent impacter la performance de l'entreprise, sa vulnérabilité. Et aujourd'hui, on voit que sur cette gestion des risques, l'IA, par exemple, peut commettre des biais cognitifs, comme a dit Selma, c'est-à-dire des raisonnements faux. Pourquoi? Parce qu'on a introduit soit de la data fausse, soit un biais algorithmique, c'est-à-dire une mauvaise programmation de l'algorithme qui va nous donner des informations, qui doit donner une analyse, et on pense que cette analyse, elle est bonne, et alors, finalement, elle est fausse. Et donc, ça, c'est un risque pour les entreprises. Le deuxième risque, ce sont tous les détracteurs que peuvent générer l'IA ou pour n'importe quelle entreprise. Donc, si je prends les aires que j'ai citées tout à l'heure, la révolution industrielle, on a eu les saboteurs. Le mot saboteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a industrialisé le textile, les ouvriers qui portaient des sabots les jetaient dans la machine, dans l'engrenage de la machine, pour la casser, pour préserver leur emploi. Donc, d'où vient le mot sabotage? On a eu l'ère informatique, technologique, les hackers, les cyberattaques, pour empêcher l'entreprise de performer, parfois même un concurrent. On organisait les hackers. Aujourd'hui, l'IA aussi, nous avons des risques. Je citais tout à l'heure les biais algorithmiques qui peuvent générer un ensemble de risques. Donc, si on regarde comment l'entreprise peut garder sa compétitivité, il faut qu'elle travaille sur ces trois axes. La productivité, plus de data, plus de connaissances, plus d'analyse, mais juste. La symétrie d'information également, plus de data, plus d'analyse, plus plus d'analyse. Et la gestion de risque, plus de collecte, plus de protection des données. Donc, sur les trois axes, on trouve que l'IA va
agir comme étant un catalyseur ou un enjeu de performance. L'idée en fait que pourraient avoir certains à l'esprit que l'IA produit de la data qui a une vitesse rapide d'ailleurs en matière de transmission, mais qui soit fiable, vous la contestez? Non, je ne la conteste pas, mais si on prend l'entreprise a toujours fait de l'intelligence, entre guillemets, il y a toujours de l'intelligence. On a toujours eu des datas, on les a toujours traitées et on a pris des analyses, on a fait des analyses et on a pris des décisions sur la base de la data, c'est-à-dire sur des bases rationnelles et pas intuitives. Donc le chef d'entreprise voit ses ventes, voit ses canaux de distribution, voit ses relations avec le sourcing, les approvisionnements, il prend des décisions. Et on faisait des programmes informatiques qui permettaient de générer des analyses, d'agréger des données, ce qu'on appelait le contrôle de gestion ou le BI ou le Business Intelligence jusqu'à maintenant d'ailleurs. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle rajoute? Elle rajoute de la data extra-entreprise, captée de manière très rapide, analysée de manière rapide. C'est ce que faisait le logiciel. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'IA? C'est l'apprentissage de ce qu'on appelle les robots, les agents IA. C'est-à-dire que vous donnez le même process de collecte que vous faisiez avant, mais de manière un peu fastidieuse. Vous l'automatisez. Vous créez de l'analyse, mais qui tient compte pas que les données de l'entreprise, mais de les données de toute la planète. Parce que vous pouvez vous connecter, vous pluguer sur des bases de données, sur de la data structurée, de la data non structurée, sur de la vidéo, sur de l'image, beaucoup de choses, pour éclairer la décision. Et surtout, vous mettez en œuvre un robot, c'est un programme, qui permet d'apprendre par lui-même et de vous aider à chercher plus d'informations, plus de corrélations, plus d'optimisation. Parce que l'optimisation, au sens mathématique, c'est étudier tous les scénarios et choisir le meilleur. L'être humain n'est pas capable de faire ça. Il dit j'optimise, mais il n'optimise pas. Il voit de manière intuitive, il agrège et il va prendre une décision. L'informatique est capable de faire cette optimisation. Elle peut traiter tous les scénarios et de vous dire quel est le meilleur scénario possible. Alors moi j'ai la difficulté... Ah, la captation, pardon. Voilà, exactement. Après, alors déjà, merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup du ftour qui était très bon. Mais du coup, passer en dernier avec le ventre plein, c'est difficile. Alors, je vais essayer de faire un peu la synthèse de tout ce qui a été dit, parce que le principal a été dit. Je pense un peu de ce qui a été dit, puis essayer d'ouvrir sur autre chose éventuellement pour apporter une nouvelle idée. Donc, bien évidemment, je veux dire, quand on parle d'intelligence économique dans ses différentes composantes de veille, d'analyse ou d'influence, l'intelligence artificielle est un facteur accélérant. C'est-à-dire que ça permet de travailler plus vite, de travailler mieux et de pouvoir se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une automatisation de certaines tâches, ce qui fait que, et ça a été très bien dit sur l'histoire du textile, quand on introduit des machines, qu'elles soient de différents types, d'ailleurs quand on dit machine learning, voilà, ça s'appelle, mais il y a le mot machine dedans, hein. Donc c'est-à-dire, ça veut bien dire que c'est une machine qui apprend. Donc il y a un processus d'apprentissage, comme on peut imaginer ça dans les premières machines textiles, dans la machine à vapeur, etc. Donc c'est un saut qualitatif qui permettra d'accélérer sur certains sujets qui nous concernent, nous, directement. Les meilleurs exemples qu'on peut en donner, là je vais essayer de donner un peu l'exemple du secteur bancaire, c'est tout à fait les principes, effectivement, de cas d'usage où on va essayer de trouver le fameux... adage qu'on dit souvent, c'est-à-dire pouvoir proposer le bon produit au bon client via le bon canal. C'est-à-dire dit autrement, c'est comment identifier un client de qualité à qui on pourra vendre un produit et qui en sera satisfait. Finalement, c'est ça. Donc, on utilise le big data, on utilise machine learning pour pouvoir apprendre, pour nous aider à identifier des opportunités. Donc ça, c'est de l'intelligence économique dans le sens où on l'utilise sur de la détection effectivement de business. Donc c'est de la business intelligence, c'est le grand classique. Et effectivement, si on parle d'intelligence artificielle, en réalité, ça fait longtemps qu'on en utilise. C'est pas nouveau, c'est juste là, ça a explosé, c'est devenu très démocratisé avec ChatGPT. Hein. Donc et là, ChatGPT, ce qui est remarquable et ce qui est marrant, ça a été surtout connu aussi par son côté,
on va dire, fessif, entre guillemets, faire des vidéos, faire des images, faire des choses comme ça. C'est remarquable parce qu'on se transforme tous en quelque chose qu'on n'est pas au départ. On devient des superbes infographistes, on devient des superbes vidéastes, on devient de superbes codeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend un code, vous devez savoir que entre 10 et 20% maintenant de tous les codes qui circulent sont faits par de ChatGPT. Enfin, en tout cas, par de l'intelligence artificielle générative. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on doit intégrer. Donc, mais tout ça pour revenir à ce que je disais avant, c'est que ça fait quand même longtemps qu'on fait de l'intelligence artificielle, ou en tout cas des modèles, on va dire des modèles apprenants. Ne serait-ce que le film Odyssée 2001, Odyssée de l'espace, HAL, c'est de l'intelligence artificielle parce qu'à terme, il apprend et il ferme la porte sur les fameux astronautes. Bon, pour ceux qui ont vu le film. Donc, cette idée, elle est en réalité, elle est là depuis longtemps. Nous, on travaille sur ces sujets-là. On l'utilise pleinement dans nos activités quotidiennes. Ça nous aide, ça nous fait gagner du temps. Maintenant, moi, il y a un point que je voudrais vraiment ouvrir par rapport à tout ça. Si vous permettez juste, Mahmoud, parce que Nabil Beyahi a parlé du rôle et de la fonction, je veux dire, de base et traditionnelle de la banque, à savoir l'intermédiation. Est-ce qu'avec la montée en charge de l'intelligence artificielle, ce modèle d'intermédiation bancaire, est-ce qu'il va perdurer? Est-ce qu'il va être modifié? Est-ce qu'il va bouger, clairement? Globalement, on va dire qu'on va être plus efficace. C'est-à-dire qu'un exemple, mais vraiment de base, c'est la fraude bancaire. Sur la fraude bancaire, alors, et ça aussi, il y a un point historique qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez le nombre d'or. Oui. Le nombre d'or, c'est 1,609, et on appelle ça le nombre de Dieu. C'est-à-dire que c'est un nombre qu'on retrouve dans la nature, naturellement. Et en fait, qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle sur du machine learning? Elle recherche du pattern, elle recherche des comportements. C'est-à-dire le point commun qu'on retrouve entre chacun. Et donc, de nombreux scientifiques grecs, puis après musulmans, ont trouvé ce nombre d'or comme étant un point commun dans énormément de créations terrestres. Des plantes, le coquillage, l'escargot, etc. etc. Ben nous, dans la fraude bancaire, c'est ce qu'on cherche. On va chercher quels sont les indicateurs types d'une transaction qui va être potentiellement frauduleuse ou d'un client qui va potentiellement frauder. Et donc, on trouve généralement, ce sont des comportements relativement similaires. Et à partir de là, on détecte des choses qui se sont passées aussi en Afrique subsaharienne. Je crois que c'est au Kenya, mais j'en suis pas sûr. C'est comment est-ce qu'ils arrivent à trouver un mauvais... Enfin, ils ont développé des crédits instantanés. Je crois que c'est au Kenya. Des crédits instantanés. Comment ils font? Ils prennent pas... Donc, ils scorent le client, mais prennent aussi, dans son répertoire, ils prennent les clients de son répertoire et ils voient ses contacts, est-ce qu'ils sont de qualité ou pas. Si ces contacts sont de qualité, on peut supposer que ce potentiel client sera de qualité. Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est, et ouvrir le débat sur autre chose, c'est qu'en fait, on parle d'intelligence artificielle, et là, alors, honnêtement, on est là, mais on aurait très bien pu être de l'autre côté, et je pense qu'une majorité d'entre vous aurait pu être ici. Donc déjà, à la base, c'est quelque chose qui est comme on est entre initiés. Mais un point qui est central, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est ce qui va faire la différenciation, et ça, Reda l'a très bien dit, ça permet d'activer ou d'accéder à certains niveaux de connaissances et de perfectionnement dans le cadre de la production, de la structure productive d'un pays, mais s'il n'y a pas un minimum d'éducation à l'intelligence artificielle, ça sera un facteur majeur de handicap. Et ça, et pour finir sur ce point-là qui est central, c'est quand on ouvre sur, par exemple, le libre-échange. La théorie du libre-échange, ça c'est complètement autre chose, c'est sur de l'économie. Donc quand on signe des accords de libre-échange, de nombreuses recherches ont montré qu'en réalité, donc je suis désolé, je suis de l'économie, c'est le principe, l'égalité des prix des facteurs. Donc techniquement, c'est ce fameux drap anglais contre le Porto portugais. C'est ce sur quoi s'est fait Ricardo, hein, il a basé ses théories de libre-échange sur ça. Mais ce qu'il disait, c'est qu'à terme, je veux dire, si un ouvrier va gagner 100 et qui produit la même chose dans le pays A et 50 dans le pays B, ça va finir par se réduire. Et en fait, on n'en a jamais arrivé à ça, parce qu'à partir du moment où il y a le facteur capital et le facteur technologie, ce sont toujours dans les pays qui sont derrière en termes de l'équation de production, sont toujours les pays qui sont en dernier qui ne permettent de profiter qu'aux personnes les mieux formées. Donc en réalité, nous, c'est-à-dire les personnes les mieux formées, qui ont fait les écoles ici ou à l'étranger, qui ont un certain niveau de connaissance, on peut tirer parti du libre-échange. Mais malheureusement, il y a une trappe à bas revenus qui se crée pour ceux qui n'ont pas eu accès à cette connaissance et à cette information. Et aujourd'hui, sur l'IA,
et là je te rends le micro, sur l'IA à ce niveau-là, il y a un vrai danger, il y a un vrai risque de trappe à bas revenu à nouveau qui pourrait se déclencher si on n'a pas une éducation propre à l'intelligence artificielle. Mais là-dessus, est-ce que ça veut dire, pour aller dans la continuité du propos de Mamoun, qu'il y a un vrai sujet qui se pose d'ailleurs à nous, pays qui sont en développement, et le risque aussi d'un accroissement du gap, en fait, entre ces pays qui maîtrisent cette intelligence artificielle, qui en tirent profit et qui en tirent les dividendes, et ceux qui ont... Alors, éventuellement, le gap est là. Aujourd'hui, si je continue sur la même lancée par rapport au profil, je pense qu'effectivement, le gap est là et malheureusement, je pense que c'est aussi de par mon inconscience de me dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément assez... le gap, je le vois déjà par rapport à mon profil à moi et par rapport au profil des personnes avec qui je travaille. C'est que déjà pour les profils les mieux formés, qui ont eu un certain accès, comme dit Mamoun, il y a une certaine hybridation des profils qui s'opère. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme avec le cloud, comme avec la data. Aujourd'hui, moi, en tant que consultante, il faudrait absolument que je reste en veille, que je me forme par rapport à l'IA pour pouvoir continuer à accompagner mes clients, pouvoir sonder le risque et les accompagner pour le mitiger. Après, ce que je vois, c'est il y a ce gap qui existe pour des personnes qui ne sont pas forcément formées, mais qui peuvent éventuellement le mettre au service du business. Et c'est un petit peu l'avantage de notre continent, c'est aussi la résilience de nos populations et notre capacité à faire des steps assez incroyables. On l'a vu avec la crise du Covid, le Maroc a franchi énormément de gaps pour démocratiser l'accès à la technologie et l'usage de la technologie. Donc certes, il doit y avoir cet accompagnement, mais je pense que le fait d'arriver là, c'est un peu plus loin. Parce que déjà, les IA que nous avons aujourd'hui, elles ne sont pas assez rodées. Et par la suite, c'était quoi la question que tu avais posée pour que je puisse rebondir ? Simplement sur l'accroissement du gap aujourd'hui en termes de dynamique de développement économique, est-ce que l'intelligence artificielle va être le creuset, en fait, risque d'être le creuset qui fasse que les pays développés vont encore plus se développer et les pays en développement vont rester toujours en développement? Alors aujourd'hui, on voit très bien les IA qui un petit peu dominent le secteur. On a Perplexity, on a Mistral, le cas européen, on a DeepSeek, on a OpenAI, Gemini, etc. Tout le monde était un petit peu étonné du fait que DeepSeek, finalement, il n'a pas coûté tant d'argent qu'un OpenAI. Pour l'instant, pourquoi ça n'a pas coûté autant d'argent? C'est parce que principalement, ils se sont basés sur tout ce qui a été fait par les États-Unis. Et c'est un petit peu la particularité et la spécificité du domaine numérique et du domaine de la technologie, c'est que le rendement du capital au niveau du numérique, il est généralement décroissant, il est généralement croissant par rapport au rendement dans les industries classiques. Quand on est sur de l'industrie, si je vais monter une usine dans un autre pays, ça va me coûter certainement moins cher en fonction de la localisation, mais l'investissement, il y a toujours le même investissement, le même coût d'entrée. Après, aujourd'hui, en Afrique, de par ma connaissance, je ne vois pas forcément des IA qui vont venir révolutionner ou qui vont venir un petit peu être un petit peu en compétition avec notamment la Chine, les États-Unis et l'Europe qui ne sont pas forcément au milieu de la course et qui ne sont pas forcément compétitifs là-dessus. Néanmoins, c'est là où je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la notion d'autonomie stratégique. C'est que le Maroc et les pays d'Afrique devraient en quelque sorte pouvoir avoir le libre choix de dépendre de manière équilibrée et avantageuse. Et là, on revient à la notion d'alliance, de devoir mettre en place des partenariats stratégiques, de choisir vers quelle IA on va dépendre. Et généralement, c'est un petit peu c'est là où on va venir. Quand on voit Microsoft qui ont investi dans des data centers spécialisés pour l'IA, pour qu'ils puissent un petit peu roder leur modèle d'entraînement. Et à terme, on va arriver à un modèle où Microsoft va louer
cette capacité d'entraînement. À l'époque, on disait que la donnée, c'est le pétrole. Aujourd'hui, le pétrole, c'est la capacité d'entraînement. C'est c'est comme le pétrole, c'est comment raffiner le pétrole. C'est là la vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, on voit très bien, il y a toujours la question de coût. Aujourd'hui, Microsoft, ils ont investi dans une ancienne usine nucléaire pour un petit peu mitiger et variabiliser leurs coûts pour réduire leur coût de revient. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur laquelle on va arriver en Afrique. Je sais qu'il y a des data centers, des green data centers qui sont en train d'être construits. Mais tout ça, c'est vraiment la réflexion qu'il faudrait qu'on ait. C'est sur quel pays on va devoir miser. Et au-delà de la dépendance en termes d'autonomie stratégique et donc de la dépendance, la vraie autonomie stratégique, c'est de dire qu'aujourd'hui, moi, je dépends de tel pays, mais que je peux substituer cette technologie que j'utilise aujourd'hui auprès de ce pays-là pour faire recours à un autre. Ça, il va falloir peser sur la balance, avoir les arguments pour. Reda, par rapport à ce que disait Karima, l'heure est venue peut-être, ou va venir en tout cas, de choisir entre deux pays, c'est-à-dire deux continents. Je pense que c'est États-Unis, Chine là-dessus, dans un pays comme le nôtre, un pays comme juste pour resituer l'Afrique aussi par rapport à cette dynamique d'intelligence artificielle, et se dire, voilà, est-ce que nous sommes condamnés, entre guillemets, à devoir faire un choix entre les États-Unis et la Chine pour se positionner sur l'intelligence artificielle et faire bénéficier le pays et notre tissu économique? Je vais rebondir d'ailleurs pour lancer le débat, parce que je ne suis pas d'accord avec le fait que l'IA, pour moi, n'a pas de frontières, dans le sens où c'est un time to market. C'est chaque modèle, là on arrive à une vitesse, mais on a dépassé l'exponentielle. Donc on était sur du linéaire, on était sur la fameuse loi de Moore pour l'exponentielle, et là on le dépasse, parce que là, c'est chaque semaine, il y a un nouveau release, il y a Alibaba qui vient de cette semaine de lancer son modèle open source, pour rivaliser avec DeepSeek. Donc on est même sur de la compétition, on va dire, au sein de différentes nations, alors qu'on se pensait il y a 3 mois que ça allait être, est-ce que c'est les Américains, est-ce que c'est les Chinois? Non, maintenant chez les Chinois, il y a différents modèles qui sont en compétition. Il y a la guerre sur les GPU avec Nvidia, il y a les Chinois qui veulent faire une intégration verticale complète de la chaîne pour pouvoir fabriquer de A à Z, parce qu'il y a les sanctions, il y a Trump qui rajoute les tarifs là, avec sur les GPUs de Nvidia. Donc il y a tout un... Il ne faut pas se limiter, je pense, aux frontières. Quand on est à un moment aussi comment on va dire, personne n'a la réponse à ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines, encore moins dans le mois qui suit et encore moins dans les 6 prochains mois. Ils appellent ça les labs d'IA, les laboratoires, parce que c'est vraiment de la pure recherche et c'est que du compute, sont tous en train de dire qu'on n'a aucune idée de quand le moment du AGI va arriver. Quand est-ce que l'IA va réussir à s'auto-alimenter avec sa propre data qu'elle va créer? Pour l'instant, tous ces modèles-là s'alimentent avec la data que les différents scientifiques, qu'on a alimenté nous-mêmes, la conscience collective de l'humanité, parce que l'IA ne peut se nourrir que du contenu que l'humain a créé. Le jour, à la seconde où l'IA va créer un contenu et s'auto-alimenter avec ce contenu, il n'y a plus personne qui a la réponse à qu'est-ce qui va se passer. Donc la frontière, pour moi, géographique de l'IA n'existe pas. C'est plutôt ce que j'ai dit au début, qui est le time to market. À quel point est-ce qu'on arrive à avoir la flexibilité, la réactivité d'adopter les nouvelles technologies, les nouveaux modèles, les implémenter en interne au sein d'une entreprise pour pouvoir bénéficier de la dernière vague d'innovation. Et c'est en semaine. Je veux dire, nous, en interne, on avait déjà basculé sur le modèle DeepSeek en novembre. Il y a eu la campagne médiatique de DeepSeek en décembre. Là, on est sur un modèle prédictif avec Llama en open source. Je veux dire, on est vraiment... modèle agnostique. On passe d'un continent à un autre avec beaucoup d'essence, de technicité, d'agilité. C'est ça qu'il faut, c'est une agilité. Donc, il n'y a pas de choix. Non, pour moi, l'IA n'a pas de frontières. Nabil Bihia là-dessus. Sur le fait que des fois, effectivement, on regarde un petit peu ça en tant que spectateur pour l'instant du côté du Maroc. Effectivement, il y a cette guerre, cette compétition technologique entre 2 géants mondiaux, États-Unis, Chine. Karina qui dit, je pense que l'heure est venue, peut-être il va falloir faire un choix. Et puis Reda qui lui dit, moi, il n'y a pas de choix à faire, de toute façon, c'est transfrontalier,
on adapte une solution IA la plus prolifique pour les besoins de l'entreprise? Les deux en général. Si on regarde rétrospectivement, le siècle dernier, on avait un antagonisme, le capital versus le travail. Aujourd'hui, on transpose cette force antagoniste entre celui qui détient la data et l'algorithme versus le travail. Donc cette opposition va toujours exister, le capital va toujours exister, mais c'est là aujourd'hui les forces sont en jeu. Donc je suis d'accord qu'on doit avoir une réponse sur la souveraineté de nos data en tant que pays, peut-être en tant que continent, d'avoir nos propres algorithmes, parce que les algorithmes nous guident dans la décision, parce qu'à un moment donné, l'être humain a une capacité d'analyse qui peut être limitée, et donc on doit faire confiance à ces algorithmes. Alors, je dirais qu'il y a deux étages. L'étage des outils type ChatGPT, DeepSeek. Est-ce que le Maroc devrait avoir son propre IA dans ce sens? Je ne suis pas certain que ce soit efficace. En revanche, tous les cas d'usage que les entreprises peuvent mettre en place pour justement gagner en productivité, pour gérer la symétrie d'information, pour gérer les risques et donc rester compétitive au niveau international, là, ces cas d'usage doivent être propriétaires à l'entreprise, parfois au secteur, parfois à la nation. Quand on fait de l'intelligence économique, et il faut faire peut-être chaque fois le lien avec ce sujet, on se rend compte que des fois, nous pouvons avoir des fausses informations. On peut nous distiller des choses qui permettent de changer le comportement de nos chefs d'entreprise et qui puissent changer leur stratégie. Il faut qu'on soit conscient de ce risque-là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des détracteurs, on peut nous attaquer, enfin, même nous, on est un petit pays, mais si on ne met pas suffisamment de veille et d'intelligence pour pouvoir capter les informations très rapidement et réagir, on peut perdre de la compétitivité. Donc, je pense qu'il faut alterner les deux. Maintenant, c'est vrai que si on regarde l'investissement dans l'IA ou dans la technologie, on est très faible. Ça dépend des chiffres, mais on est à moins 0,1% sur la partie technologie IA d'investissement. Quand on regarde les États-Unis, c'est 3,6% du PIB. L'Europe, c'est 2,8%. Donc, on est très faible. Et on se positionne malheureusement dans la main-d'œuvre, on va dire, du offshoring, du BPO. Aujourd'hui, on commence à voir des fermes d'entraînement, c'est-à-dire des entreprises qui recrutent des personnes qui vont former les robots de l'IA pour l'étranger. C'est-à-dire dans la médecine, dans l'industrie, dans l'éducation, on va voir des professionnels qui viennent donner des cas d'usage à l'IA pour l'entraîner, pour qu'elle devienne encore plus intelligente. Donc, malheureusement, on se positionne toujours dans le strate le moins, je dirais, en termes de valeur ajoutée, le moins important. Il faudrait qu'on puisse être davantage dans la R&D pour créer notre propre IA sectorielle, pas l'IA globale, parce que celle-là, elle est mainstream et je pense qu'elle ne peut vivre que si elle intègre les datas au niveau mondial. C'est ça, tout à l'heure, Reda parlait de décloisonnement de son entreprise. Aujourd'hui, l'IA et le big data a décloisonné les datas dans tous les pays, dans tous les continents. Aujourd'hui, vous pouvez savoir le port de Shanghai, quel bateau est sorti pour exporter quoi, pour quel pays et qu'est-ce qu'il y a dedans dans le conteneur. Vous pouvez le savoir tout de suite. Il y a des bases de données qui vous le donnent. Donc, si vous arrivez à accéder à ces bases de données, parfois sont payantes, parfois sont gratuites, et si vous agrégez l'information, vous allez avoir une capacité de prise de décision rapide, éclairée. Et si vous entraînez en plus vos robots, vous allez pouvoir anticiper, prédire l'avenir, prédire que tel secteur va bouger. L'offre exportable du Maroc aujourd'hui n'est pas l'offre exportable dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans 3 mois. Donc il faut pouvoir
l'anticiper pour pouvoir mettre en marche nos outils de production industrielle, nos agriculteurs, nos artisans, pour pouvoir prédire. Et cette prédiction, elle est possible, mais à condition de traiter la data au niveau mondial. Mais l'analyse peut se faire de manière verticale au niveau de l'entreprise, voire du secteur. Est-ce que c'est une appréciation, un sentiment que vous partagez? Alors, parler en dernier, c'est toujours difficile. C'est vraiment pas. Oui, bah oui. C'est notre capacité en fait à produire nous-mêmes de l'IA. Certains considèrent qu'effectivement, c'est pas. Alors, là parce que alors, il y a déjà les Américains. là, oui. Voilà. Bon, je vais essayer d'apporter une réponse un peu différente pour apporter quelque chose au débat. Sinon, effectivement. Alors, moi, quand Internet a été lancé, l'important, c'est pas le contenu, c'est le tuyau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les noms de domaine sont gérés par l'ICANN. l'ICANN est une société publique américaine qui gère les noms de domaine dans le monde entier. Ce qui fait que si demain, les États-Unis veulent couper Internet au monde entier, ils peuvent le faire. Et donc, ils gèrent le tuyau. Ils ne gèrent pas le contenu. Quand on parle, quand les États-Unis ont lancé justement tous ces sites, YouTube, Google, etc., et c'est un peu le même principe que l'IA. Hein. Tout à l'heure, quelque chose qui a été dit de très intéressant, que l'intérêt, c'est la data et pas forcément le modèle. En fait, c'est ça, l'ICANN, elle fournit un contenant. Google, c'est un contenant. Et toute l'information qu'il y a dedans, c'est le contenu que Google ne détient pas. YouTube, c'est pareil. Aucune des vidéos ne leur appartient. Mais ils ont le contenant. Et donc, pour moi, l'IA, c'est le même principe. Celui qui a le modèle et qui le fait tourner, c'est le contenant. Et donc, celui qui détient le contenant, finalement, c'est lui qui est dans la position stratégique la plus puissante, on va dire, ou appelez ça comme vous voulez. Maintenant, il y a aussi le pragmatisme. Et le pragmatisme, il nous dit quoi? Il nous dit qu'effectivement, on est marocain. C'est un pays, aujourd'hui, qui est sur la voie, qui est émergent ou sur la voie de l'émergence, et qui donc ne pourra jamais concurrencer. C'est-à-dire que la Chine a du mal à concurrencer, ou l'Europe, les États-Unis sur ce contenant. Donc, ce n'est pas nous qui allons le faire. Par contre, effectivement, l'intelligence serait de pouvoir développer des modèles d'entraînement de comment utiliser cette intelligence artificielle pour développer ces modèles d'entraînement. La clé, effectivement, pour nous, elle est là. Maintenant, ce que dit Nabil est très intéressant. La vraie question, c'est comment coordonner ça. Parce que, in fine, bien sûr, parce que, in fine, je veux dire, désolé de ce que je vais dire là, mais quand on fait effectivement de l'intelligence économique, et à ce niveau-là, Nabil aussi est un expert dans le domaine, ce qu'il dit là, il y a peut-être 30 experts de l'intelligence économique au Maroc qui vont dire exactement la même chose. Mais le plus, il va être où? Parce que si on est 30 à penser la même chose, ou la 50, ou là ce que vous voulez, ok, mais on ne l'a toujours pas fait. Et ça fait 10 ans, 15 ans que Nabil pense ça, nous, ça fait un certain temps avec Omar qu'on voit ça, mais qu'est-ce qui fera que, en termes de compétitivité des entreprises, parce que c'est ça, in fine. Alors aujourd'hui, on est en train de préparer la compétitivité des entreprises marocaines. On ne parle de rien d'autre. On va ouvrir un autre débat qui est complètement... qui passe sous les radars ou qui est là. C'est par exemple, c'est aujourd'hui tout ce qui est CBAM et MACF, l'entrée, la taxe carbone pour l'entreprise marocaine qui va rentrer en Europe. C'est la même chose que l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on sait que le 1er janvier 2026, l'agroalimentaire, le textile marocain devra payer la taxe carbone pour entrer sur le sol européen. Et ce n'est pas comme le reste de la CSRD qui sont mis de côté. Ça, ils vont l'appliquer parce que c'est du protectionnisme, ni plus ni moins. Donc, quand on parle d'enjeux de compétition, et tout ça, on est toujours en train de se dire comment est-ce qu'on va produire de l'énergie renouvelable et avoir de la moyenne tension au Maroc. Sachant que l'énergie, c'est ce qui carbone le plus le process de production. Ça, c'est de l'intelligence économique. Je suis désolé. On a un pays comme l'Égypte, et ça, il n'y a pas besoin de dire, un pays comme l'Égypte aujourd'hui qui se positionne sur la même chose que nous. Seulement, ils sont en train de développer l'énergie renouvelable. Le deuxième placeur de PV, de panneaux photovoltaïques en Afrique en 2024, ça a été l'Égypte. Premier l'Afrique du Sud, second l'Égypte. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est le même principe sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. On sait où est-ce qu'on doit aller, on connaît nos marchés, on connaît les méthodes, on connaît tout en réalité. Et effectivement, les modèles existent. Alors, je veux dire, aujourd'hui, vous avez bien, c'est comme l'automobile. L'automobile, il y a 20 ans, 30 ans, ça aurait été 200 000, 300 000 employés. C'est ce qu'on dit aujourd'hui sur le BPO. Aujourd'hui, l'automobile, c'est 100 000 employés. C'est divisé par 2 ou par 3.
Donc, on a trouvé les 10, 15 000, 20 000 ingénieurs pour faire tourner l'aéronautique. On peut très bien trouver les 5 000 ingénieurs qui vont faire tourner l'IA au Maroc. De la même manière, pour transformer ça en avantage comparatif et rendre les entreprises marocaines compétitives. Mais aujourd'hui, qui est censé mettre ça en musique? Elle est là, la question. Parce que si on voit le cœur, c'est-à-dire l'entreprise, nous, on le fait à notre niveau, ça marche bien. On fait le travail, on fait comme il faut. D'ailleurs, Omar, là, qui est le spécialiste intelligence économique chez nous, donc il forme à l'EGE. Il y a des gens ici qu'il a formé dans le cadre de l'école de guerre économique. Il a pu... Donc, alhamdoulilah, on maîtrise à notre niveau. Mais la vraie question, c'est comment massifier. Là, c'est ça le vrai débat. Reda, il le fait à la profonde très bien. Est-ce que vous avez une petite idée de qui pourrait prendre le lead sur la gouvernance? Mais aujourd'hui, ça peut être une gouvernance publique. C'est un enjeu national. Alors, l'enjeu de la compétitivité d'entreprise marocaine, vous savez, normalement, pour moi, au Maroc, bon, alors, peut-être que je ne dois pas dire ça, mais il doit y avoir, alors, il y a une cause nationale, ok, mais je pense qu'il devrait y avoir aussi 3 ou 4 causes nationales bis. La femme, l'IA, l'énergie. Dans cet ordre-là ou c'était dans le désordre? Je ne me permettrai jamais de placer comme ça ou comme ça. Mais voilà, donc il y a ça, c'est des choses qu'on doit prendre à bras-le-corps parce que c'est ce qui va définir le Maroc de demain. C'est ce genre de sujets qui sont vraiment intéressants. Karima, je suppose qu'elle partage l'avis de Mamoun. Parce que moi, je me souviens effectivement d'un décideur, en tout cas, il est à la tête du CESE, il s'appelle Smerida Hachemi, qui en 2022, si ma mémoire est bonne, avait fait cette déclaration lorsqu'il y a eu cette sortie de route de la stratégie Morocco-Tech, qui a dit attention, il faut ériger l'intelligence artificielle comme priorité nationale. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, qu'il faut mettre sur les rails aussi cette idée de faire converger, ce que disait un petit peu Mamoun d'ailleurs, ces enjeux d'intelligence artificielle autour le rendre prioritaire, et puis autour d'un système de gouvernance qui soit visible? Je pense que tout ça s'articule autour de la stratégie de puissance d'un État, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Aujourd'hui, la puissance, elle vient d'où? Elle vient sur le territoire. Donc, c'est là où on parle de souveraineté territoriale, de tout ça. C'est là où c'est notre cause nationale. Il y a la partie territoriale, il y a effectivement la partie économique, et il y a tout le cyberespace qui a été créé avec le numérique. Donc, en soi, c'est important qu'on puisse avoir cette vision de notre souveraineté numérique parce que ça s'articule dans notre stratégie de puissance en tant qu'État. Que ce soit en Afrique ou à travers le monde, c'est quelque chose qui est crucial. On peut parler de souveraineté numérique quand on sait que l'intelligence artificielle n'a pas de frontières, quand on sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose de transfrontalier. Est-ce que c'est un terme aujourd'hui qui peut plus ou moins évoluer? Alors, moi j'ai un petit peu quand même la casquette risque et menace. Donc, quand j'entends l'ouverture de la donnée et de la mettre dans des modèles, parce que de toute manière, c'est des modèles qui s'alimentent que de la data qui est mise à disposition, que ce soit par les personnes ou par les entreprises, je me crispe un petit peu. Parce que c'est l'enjeu cyber qui est derrière, c'est vraiment beaucoup de risques. Et il faut aussi les assimiler et les accepter. Et dire que, OK, aujourd'hui, d'un prisme business pour une entreprise ou d'un prisme business pour une entreprise, j'accepte ces risques et je mets ma donnée sur des plateformes en open source, sachant que c'est des modèles qui vont reproduire un petit peu les informations par lesquelles ils s'alimentent et qui vont les éditer par la suite. Ça, on peut le voir par exemple, et là je bifurque un petit peu, j'ouvre la parenthèse, c'est comment l'IA est un outil dans le cadre d'ingérence étrangère dans des États. Quand on voit par exemple le cas de la Russie, ce qu'ils ont fait en Ukraine, et simplement, ils ont mené à la fois, ils ont voulu polluer les IA américaines, ils ont mis, c'est une ONG qui s'appelle Pravda, ils ont lancé une quantité massive de à peu près 3,6 millions d'articles contenant de fausses informations. Ces informations, ils ne sont pas forcément indexées par les moteurs de recherche, mais par contre, elles sont reproduites
par des IA. Ils ont été reproduites par 7 IA comme Gemini, OpenAI, etc. Donc il y a l'enjeu l'enjeu de l'ingérence économique qui peut se produire. Ça peut aussi servir dans le cadre de guerre économique ou de défense d'intérêts géostratégiques. Et par la suite, ça peut aussi mener à l'inertie. L'inertie dans le sens où, si demain, moi, j'ai, par exemple, dans le cadre d'une fonction ou d'un département financier, si j'ai une personne qui prend sa décision en se basant sur une donnée. Demain, je ne fais plus confiance à cette machine, ou ma machine est compromise, et ben, ça crée de l'inertie au niveau de l'entreprise. Donc, il y a l'enjeu, le risque de fuite de données et donc de l'exposition des données de l'entreprise. Il y a l'enjeu de toutes les formes d'exfiltration ou d'intrusion au niveau d'une organisation. Et par la suite, c'est encore une fois, la fuite des données, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, je pense que ce qui confère l'avantage stratégique, c'est l'accès à l'information, c'est le fait de savoir ce que ton concurrent fait. Si moi, demain, par exemple, ça je l'ai vu par exemple chez un client, il voulait mettre en place Copilot. Copilot, c'est un petit peu la Rolls-Royce maintenant, tout le monde veut l'avoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Évidemment, pour le prix que ça coûte, ils vont le mettre à disposition des personnes du COMEX. C'est lunaire. Déjà, il faut déjà asseoir une gouvernance de l'IA, asseoir une gouvernance de la data, avoir une gestion fine des risques, pouvoir déjà décrypter, sécuriser les accès, faire un POC, pas avec les membres du COMEX. Et même quand je parle de fuite de données, c'est pas que forcément vers l'externe. C'est aussi vers l'interne. Une IA, quand tu la développes en interne, les membres du COMEX qui détiennent, par exemple, ou du conseil d'administration, qui détiennent des informations sensibles, quand ils vont travailler avec le robot, cette IA, elle est capable de faire fuiter l'information en interne. C'est sûr, voilà. C'est sûr, elle va faire fuiter cette information en interne, auprès des collaborateurs. Et si on revient sur un petit peu un prisme cyber, la plus grande menace, finalement 70% des menaces, elles viennent de l'interne et de l'humain. Reda, sentiment qui partage, je vais vous faire réagir aussi sur le fait que j'ai appris juste avant de démarrer cette conférence et ce débat que le CNDP chez nous avait été victime d'une attaque cyber. Donc on est sur de la data et de la donnée personnelle. Donc voilà, ironique ou pas, en tout cas, mais voilà par rapport à tous ces enjeux-là. Est-ce que d'ailleurs vous, expérience la Profond, est-ce que ces enjeux aussi d'attaque, de fuite de data qui circulent, et très souvent qui peut circuler aussi dans des couloirs internes? Bien sûr, mais on va, sans rentrer dans l'aspect technique, on va rester dans la vision macro de la data. Il y a un arbitrage à faire. On est dans une course contre la montre. On peut se prendre la tête d'un point de vue macro comme les Européens. On a vu ce que le vice-président américain a dit aux Européens. Arrêtez avec les overregulation, concentrez-vous sur l'innovation, la rapidité. Vous partagez son point de vue à ce VP américain, si c'est pas indiscret? Pour la dérégulation, contre l'éthique et contre tout encadrement juridique en fait, pour le développement de l'IA et c'est bon pour la santé, pour la liberté d'expression. Moi, j'ai un background de start-up et de VC, donc j'aurai toujours la casquette innovation, disrupteur. Pour aller vite, il faut casser les choses. Donc j'ai toujours cet aspect. Mais il n'y a que le temps qui lui donnera raison. Ou tort, bien sûr. Pour l'instant, il a tort. Donc c'est est-ce que le temps va lui donner raison, mais pour l'instant, il a tort. Puisque effectivement on est confronté à cette capacité de perte de data et de la mauvaise utilisation, la mauvaise manipulation de data. Par contre, au sein d'une entreprise, il y a différentes façons de mitiger ça. C'est de faire des sandbox, de spoofer la data, de la spoofer ce qu'on fait d'ailleurs, d'avoir notre data qu'on traite en interne, qu'on spoofait, ça veut dire qu'on va aller la déguiser pour qu'au cas où cette data fuite notre base de données interne et aille chez un concurrent ou sur les modèles open source, qu'elle soit traitée sans qu'il y ait un risque sur la vraie data sur laquelle on a travaillé et sur laquelle on travaille. Donc une entreprise
peut se protéger et a des mécanismes de se protéger. C'est pas compliqué, on réinvente pas la roue. Ça a été fait à l'époque du machine learning. D'ailleurs, le machine learning existe encore parce que on en a pas assez parlé. On dit l'IA. Mais l'IA n'est que la couche au-dessus du machine learning, qui est le nerf de la guerre. C'est combien de data est-ce qu'on arrive à alimenter dans notre modèle pour justement réussir à extraire une information qui est valorisée. Et cette information, si elle est valorisée, elle permettra à l'entreprise de dégager plus de performance. C'est ça le but. Là, je parle d'un point de vue purement capitalistique. Quand tu dis valoriser, en fait, c'est arriver à monétiser cette data. C'est ou la monétiser, ou l'utiliser, ou réussir à extraire une valeur autre que la monétisation. Ça peut être dans la recherche et le développement, ça peut être arriver à une réponse, à une solution qu'on n'avait pas, que l'humain, lui seul, ne peut pas, qu'un chercheur ne pouvait pas faire seul. Donc l'agrégation des différents modèles IA qui vont, eux, travailler sur la même question et réussir à extraire une solution, ben cette solution, c'est ça la valeur ajoutée que l'IA nous apporte. La même chose sur si on fait une simulation commerciale, par exemple un forecast analytique des ventes, là on est sur une extraction purement monétisable. Donc, pour moi, il y a un arbitrage à faire, personne n'a la bonne réponse. Est-ce qu'on prend beaucoup de temps, est-ce qu'on passe du temps à sécuriser sa data, on crée un Fort Knox interne, on se dit oui mais ma data si elle va chez le concurrent, c'est mauvais, il va l'utiliser contre moi, ou est-ce qu'on se dit je mets en place les différents mécanismes qui sont disponibles aujourd'hui tels que le spoofing ou quoi que ce soit, je fais un sandbox interne, je travaille avec la data que j'ai et j'arrive à dépasser un peu les limites de ce qui était possible à très court terme. Voilà, donc c'est un arbitrage à faire. Et ce qu'a évoqué Mamoun, simplement avant de donner la parole à Nabil sur la mise en place d'une gouvernance IA. Parce que je suppose que la Profan, comme la banque où travaille et exerce Mamoun, c'est l'adoption de l'IA, elle se fait. Bien sûr. Elle est concrète, c'est des gains de productivité, c'est la performance, mais c'est pas, malheureusement, il n'y a pas de massification, effectivement, aujourd'hui, c'est pas dilué sur l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial d'entreprise. Est-ce que vous dites aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à travailler, avoir des îlots d'excellence en matière pas d'IA? du tout. Non, il faut surtout comment pas. on transforme ça? C'est un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée, chose qu'on a fait. On a fait des workshops à tous les niveaux, toutes les différents silos, on va dire, et on a mis tout le monde au même niveau en disant voici les outils que vous pouvez utiliser au quotidien, que ce soit la pharmacovigilance pour faire de la traduction de dossiers pharmaceutiques. Il faut toujours que l'outil soit démocratisé le plus rapidement possible. Si on le laisse au niveau du COMEX, si on le laisse au niveau du conseil d'administration, c'est le début d'une catastrophe. Parce qu'effectivement, il va fuiter et on ne va pas comprendre pourquoi il a fuité, l'information va être mal régurgitée et hop, on a une boule de neige sans fin. Voilà, donc non, il faut faire un raz-de-marée, c'est le devoir du leadership d'une entreprise. En fait. Il faut bousculer, il faut faire du Trump, quoi. Il faut il faut faire de la start-up. Il faut faire de la start-up. Il faut faire ce que une start-up fait. Qu'est-ce qu'elle fait? La start-up, elle priorise le temps. C'est le temps vaut plus qu'autre chose. Et c'est ça qui est super important. Il faut se dire, j'ai pas le temps. La technologie, elle est là. Elle change de jour en jour. Donc où je me décide et j'applique le raz-de-marée et donc tout le monde est inondé. Il y a des gens qui vont pas réussir à suivre, ça c'est sûr et certain. Mais si on part du principe que non, il faut protéger, voilà, il faut faire attention, il faut mettre les mécanismes en place. C'est impossible d'être à la même vitesse de croisière que le reste du monde. Il va falloir accélérer notre rapport au temps en même temps, individuellement et collectivement. On parle de time is money. Sur la gouvernance, parce que je voulais profiter simplement, c'était pas prévu, Anwar Sabri, parce que c'est monsieur intelligence artificielle au Parlement. Peut-être aussi, parce qu'on parlait de gouvernance, avant de faire le tour, peut-être aussi, c'est de me dire, voilà, on a la chance d'avoir un parlementaire, d'avoir un élu de la nation qui est là, qui s'intéresse de près à l'intelligence artificielle. Donc peut-être qu'il a la parole tout à l'heure. Ouais, bien sûr, il faut que la STAC, je pense qu'il y a beaucoup d'experts et beaucoup de gens qui peuvent interagir. Sur la gouvernance, je pense qu'il faut à la fois avoir une gouvernance qui protège, mais une gouvernance qui accélère l'innovation. Qui proteste, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on a nécessairement besoin, toujours un peu dans la lignée de ce que disait Mamoun,
de vrai portage politique sur l'intelligence artificielle. Je pense que, C'est un petit peu ça qu'il disait il y a à peu près 3 ans. en tout cas, il y a des répercussions de politique publique. Si je prends la fiscalité, l'intelligence artificielle va générer d'autres paradigmes qui n'étaient pas encore aujourd'hui constatés sur le plan de la comptabilité nationale et de l'économie nationale. Si je prends la protection des données, des libertés individuelles, là aussi, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles l'État peut intervenir en tant que régulateur. En revanche, bien sûr, il y a la souveraineté. Je pense qu'il faut les data centers, nos données doivent rester au Maroc, notamment les données institutionnelles. Donc ça, ce sont des éléments régaliens sur lesquels l'État doit intervenir. Alors peut-être une gouvernance allégée, mais une gouvernance certes. En revanche, moi ce que je vois, c'est que l'État doit agir en tant qu'accélérateur de l'innovation, de la recherche et développement, avec des incubateurs, des accélérateurs, parce qu'on est dans des structures forcément déficitaires. Il faut du capital, il faut du soutien. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quelques initiatives. Il faut encore plus les encourager, augmenter la part de PIB dans l'investissement dans tout ce qui est innovation technologique. Donc, je pense qu'il y a un minimum de régulation, parce qu'il y a des éléments de politique publique, mais en même temps, il faut que l'État soit un État stratège qui encourage l'investissement et l'innovation. Simplement, Nabil, avant de poursuivre avec Mahmoud, vous dites l'État. Oui. Quand on voit toutes les dynamiques aujourd'hui à travers le monde, ce n'est pas les États qui portent forcément. Avec eux, ils amènent, ils embarquent avec eux tout le secteur privé. Bien sûr, l'État peut aider, quand elle crée un outil fiscal pour encourager l'investissement dans les startups, c'est une façon d'encourager et c'est une politique publique. Donc l'État pas forcément géré par des fonctionnaires. Ils peuvent gérer autre chose, bien sûr, et sur des éléments régaliens. Sur l'innovation, elle doit être un élément d'accélérateur et d'encouragement de l'innovation, mais l'initiative doit rester dans le privé. Bien sûr, l'État, on l'a vu, quand il donnait des visions stratégiques dans des secteurs, quand il mettait les bons textes, la bonne fiscalité, il y a une accélération. On a bougé avec peut-être des choses mal faites dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'industrie, dans la stratégie de commerce, dans les régions. On fait des choses, parfois on fait mal les choses, mais on avance et on crée de la valeur. Donc l'État a toujours joué ce rôle-là de dynamo et d'accélérateur des politiques sectorielles. Il faut qu'il continue à le faire. Bien sûr, on ne veut pas un État qui protège trop, un État qui intervient dans les décisions, mais un État qui aide l'initiative privée. Ah bon. Vous là-dessus, peut-être ce qu'a évoqué ou esquissé tout à l'heure Karima sur les enjeux de régulation, de dérégulation. On se retrouve aujourd'hui, ça a été dit il y a quelques temps d'ailleurs par le ministre de la Justice, il faudra penser aussi à réfléchir à un encadrement juridique de l'intelligence artificielle. On a vu tout le débat qu'il y a eu en marge du sommet mondial de l'IA à Paris, sur beaucoup plus de gouvernance, d'éthique, d'encadrement juridique. Est-ce que alors aujourd'hui, vous considérez que pour créer les conditions favorables et optimales pour le développement et l'essor de l'intelligence artificielle chez nous, sur l'adoption, est-ce qu'il faut nécessairement un cadre juridique ou pas forcément? Alors ça, c'est pas du tout mon domaine de compétence. Mais vous avez pas avoir un avis là-dessus? Ouais, mais il sera pas très intéressant. Ben, allez-y. Non. Bah non, là je veux dire honnêtement en termes de règlement, la réglementation de l'IA là, c'est bhar quoi. Ouais. Donc je pense que Karima est beaucoup plus compétente sur le sujet et je crois que sur ce sujet-là, je pourrais pas apporter. Vous n'avez pas d'avis particulier là-dessus? Bah oui, mais bon, il est pas très. Bah, on a vu le connaître, vous n'êtes pas curieux. Il est pas très pertinent là, il est pas pertinent. Je suis pas juriste, c'est pas mon domaine, non. Je pense que c'est pas très. Par contre. Moi, j'aimerais parler d'une expérience sur ce que vient de dire Nabil, sur la partie vraiment accompagnement de l'État. L'État, parce que là, par contre, c'est plus, et surtout, on a de jolies expériences sur tout ce qui est incubateur, etc., accompagnement des startups. Moi, il y a un point pour moi qui est central, c'est que l'État peut être un État effectivement organisateur, planificateur, stratège. Maintenant, dans ces dimensions-là, il faut qu'on ait ça cascade. Ça, c'est un point qui est central. Mais que ça cascade, c'est que ça touche tout le monde. Quand on s'est lancé dans l'automobile, c'était une décision initialement, effectivement, qui a été faite suite à une étude, mais ensuite, la vraie décision d'implantation de Renault, le coup impulsif, il a été donné directement par la plus haute autorité de l'État, directement.
parce qu'elle a engagé... Il ne faut jamais oublier que Sa Majesté a demandé à ce que la CDG prenne 50% de l'usine de Tanger Melloussa. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que Renault, au dernier moment, a commencé à revenir sur ses engagements. Et il a senti le truc venir, il a dit je prends 50%. 3 ou 4 ans après, ils ont racheté les 50% Renault. Hein, tu vois. Donc là, quand même, ça a été des coups de pouce qui ont été décisifs. Maintenant, pourquoi quand je parle comme ça cascade? Prenons vraiment l'entrepreneuriat, les startups. Aujourd'hui, un bilan. Le bilan, il est très simple, c'est Innovinvest. Innovinvest a été lancé effectivement par l'ex-CCG, donc c'est Wilcom. Et ils avaient planifié, je crois, à peu près 1000 à 2000 financements sur Innovinvest. Il y avait 1,5 milliard de dirhams qui ont été placés, 300 millions en accompagnement, 200 millions en financement direct. In fine, il n'y a que 412 startups qui ont été créées. Ça a été un semi-échec. Et on sait pourquoi d'ailleurs. Bah, c'est peut-être pas la raison à laquelle tu penses. Pourquoi? C'est quoi ta raison? Je sais pas, c'est déficit d'encadrement, pas forcément de suivi, de l'argent public, des critères de très bien. qui n'ont pas forcément obéi à des règles, à des logiques rationnelles. Il y a peu de tout. Ouh. Alors, dans notre démarche, nous, qu'est-ce qu'on a rencontré? En fait, il y a deux choses qui différencient beaucoup. Alors là, c'est pas du tout le sujet, mais bon, tant que je suis le dernier, que j'ai le micro et que de toute façon on parle d'autre chose, ben pourquoi pas. Par contre, la réglementation, je m'y connais pas. Là, ce qui est intéressant de savoir... d'avoir un avis là-dessus, sur l'état stratège qui... C'est vrai, un point... Parce qu'il veut pas, en fait. L'abchi, je veux pas. Vraiment, c'est ma domaine. Non, mais moi, je sais pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, effectivement, Mamoul reconnaît le fait que l'État central est important, sa centralité. Voilà, mais si on revient là, si on revient sur ça, et ça rejoint l'IA, et ça rejoint tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Là, je suis celui qui a un avis sur tout, il faut s'en méfier. Donc, si on revient sur ça, mais ça ouvre sur l'IA quand même une relation, hein, je ne suis pas totalement hors sujet. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte qu'en fait, là, il n'y a pas de business bankable. C'est ça le problème qui est fondamental, c'est que quand on parle de start-up, de quelle start-up on parle? Si on parle des petits business, ce qu'ils appellent en anglais small business, ça, il y en a. On a accompagné de super projets magnifiques sur des services non financiers. À l'image, avant Ntilaqa, donc on a fait du Ntilaqa avant, ça a très bien marché sur des petits business. Alors, c'était souvent des femmes qui ouvraient des petits commerces. Ça a très bien marché. Mais donc, on veut y aller sur de la start-up innovante, blablabla, là, il n'y a pas d'écosystème porteur. Avant de parler de start-up, il faut parler d'un écosystème de start-up. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et tu étais ici, aujourd'hui, qui est prêt à investir à perte 10 millions, 20 millions de dirhams sur 3-4 start-up au Maroc? Le gars qui dit immédiatement. Il y a ça qui est fondamental aussi. Là. Mais c'est cette mentalité qu'on doit avoir. Alors, tout ça pour dire que l'écosystème start-up, quand je dis ça doit cascader, il n'a pas été développé à la base. Et on revient à l'IA, je vois qu'il y a des gens qui regardent leur téléphone, donc on revient à l'IA, là on revient au sujet, donc vous pouvez arrêter de regarder vos téléphones. Quand on revient à l'IA, c'est un complément d'information c'est le même sujet. Alors, l'IA, c'est le même sujet. Il est sec, hein. On doit avoir un écosystème IA. Ça peut revenir à ça. Là, si on n'a pas d'écosystème qui se met en place, ça va être très compliqué. On va avoir à nouveau 412 modèles qui vont se développer, comme 412 startups, mais la massification... Parce qu'aujourd'hui... C'est intéressant, Mamoun. Je vais t'interrompre. Est-ce qu'il faut partir sur le modèle un petit peu de ce qu'on a fait au niveau du secteur automobile ou de l'aéronautique d'ailleurs? Parce que le secteur automobile, on a pu le développer et créer un écosystème de sous-traitants, essentiellement d'ailleurs, en faisant venir une marque. En l'occurrence, c'était Renault. L'aéronautique, c'est un peu la même chose avec ce qui a été fait au niveau d'Airbus, parce qu'on attend toujours Boeing d'ailleurs. Mais est-ce que vous considérez qu'effectivement, est-ce que tu considères que sur l'IA, sur la gouvernance en tout cas, il faut partir un peu sur ce modèle-là ou pas du tout? Ouais, alors, les enjeux au niveau national sont énormes. Alors, oui, mais il faut qu'il y en ait 10 qui viennent de l'étranger, il faudrait qu'il y ait 50 qui se développent au Maroc. Et tout à l'heure, j'ai bien aimé le mouvement Raz-de-Marée. Il faut qu'il y ait une lame de fond sur tous ces sujets-là. On parle effectivement du BPO. Alors, BPO, potentiellement, c'est aujourd'hui l'un des secteurs les plus consommateurs de main-d'œuvre au Maroc. Demain, si l'IA rentre dans les BPO, là, ça sera la moitié du secteur qui va partir en l'air. Tout à l'heure, Nabil Tchigouli, les fermes d'entraînement. Mais les fermes d'entraînement, c'est des niveaux, c'est un certain niveau, c'est des infirmières, des médecins. Alors, au Parlement, on dit qu'on manque de médecins. D'abord, on va faire des fermes d'entraînement avec des médecins. Il
il faut garder en tête que le monde se complexifie, les besoins se complexifient, les technologies se complexifient, et la société marocaine, l'économie marocaine doit aussi se complexifier de la même manière. Voilà, pour rester au niveau. Et je rends le micro, et merci beaucoup. Et merci beaucoup, et merci à toi, Mahmoud. Même s'il n'a pas voulu répondre sur... Pour ou contre la régulation. Donc on peut ouvrir un peu le débat aussi avec la salle, parce qu'il y a aussi beaucoup de matières grises dans la salle. Anouar, je réédite pour la prise de parole par rapport à peut-être tout ce qui a été dit. Alors Sabri, donc, je pense que tout le monde connaît, qui est essentiellement là en tant que citoyen, c'est ça? Entrepreneur, en tant que copain de Naufel, en tant qu'élu également, et qui s'intéresse de près à l'intelligence artificielle. Quelle serait ta question? C'est comme le banquier, Pour l'enregistrement. Par rapport à ces enjeux-là, de tout ce qui a pu être dit, parce qu'on a dit un certain nombre de choses, et ça, c'est la gouvernance, le portage par l'État, l'implication, le fait que aussi cet effet de ruissellement pour qu'il y ait de la massification. Sincèrement, les débats étaient peu. Moi, j'ai trouvé la jonction intelligence économique à intelligence artificielle a été bien fait, mais on a seulement oublié quelque chose et qui est très intéressante. Il n'y a eu de l'intelligence économique que quand il y a eu d'intelligence artificielle. Sauf pour eux, l'intelligence artificielle, on n'en a parlé qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est un phénomène, je dirais, plutôt de société plus qu'un phénomène économique pur. Donc, si on parle d'intelligence économique, c'est que elle n'a été là que parce qu'il y a eu de l'intelligence artificielle derrière. Donc arrêtons un peu de tergiverser sur l'arrivée de l'intelligence artificielle va faire dans l'intelligence. En tout cas, elle est là aujourd'hui, ça risque. Je ne le réfute pas, mais je voulais seulement faire ce point, j'irais parce que c'est important de comprendre, j'irais, les termes qu'on utilise. C'est la générative qui a fait, je dirais, le débat de société. Pour revenir à la régulation et pour revenir à l'écosystème start-up et autres, parce que vous avez parlé de beaucoup de sujets, et je ne peux pas tout. Et juste, peut-être sur la gouvernance. Sur la gouvernance, je dirais aujourd'hui, on a un Maroc digital 2003 qui comprend en lui une bonne partie qui est faite dans l'intelligence artificielle. Maintenant, comment ça va être fait? Vous savez très bien qu'il y a eu un changement en cours de route et que la feuille de route va être revisitée, je dirais. Je pense, je ne suis pas sûr. La feuille de route va être revisitée. Il y aura, je pense, plus d'investissement dans ce secteur, mais n'oublions pas que le Maroc aujourd'hui, comme vous avez parlé de l'écosystème automobile aéronautique, il y a une volonté d'avoir un écosystème, je dirais pas intelligence artificielle, mais de technologie avancée. D'accord? De technologie avancée. En l'occurrence, tu n'aurais pas dû me donner la parole parce que je vais prendre de mon temps. Si. Il y a, aujourd'hui, on a vu que le Maroc a signé avec Oracle pour ramener un système de data, géré de cloud, assez important pour le Maroc. Il y a d'autres investissements qui sont en cours, c'est-à-dire en négociation. Donc, ça ne veut pas dire que le Maroc ne réfléchit pas à tout ça. Il réfléchit, on a conscience de la problématique, on a conscience que, en parlant de data, il y a le cloud souverain, parce que De l'hébergement, on parle de data, mais on oublie, c'est le cloud souverain qui est important, non pas la data dans un deuxième temps, je dirais. C'est le cloud souverain après la data. Après, il y a... On va partir sur un cloud souverain qu'on va financer nous-mêmes pour héberger toute la data marocaine. C'est tranché, pas tranché. Jésus, parce que ça reste plein de C'est important. Aujourd'hui, le Maroc
pour être à la pointe de la technologie, comme ce qu'il a fait pour l'écosystème automobile et l'écosystème aéronautique, c'est qu'il a ramené des players internationaux pour développer des clouds au Maroc. Ça, c'est très important. Je dirais, ça, c'est quelque chose. Donc on peut imaginer assez facilement que le Maroc On- le centre qu'on va tirer. Il y a des étapes qui sont en train d'être faites. Il y a des écoles sur l'intelligence artificielle qui ont ouvert. Il y a pas plus tard, j'étais à Oujda, il y a une pépinière de recherche. Mais n'oublions pas, l'intelligence artificielle et tout ce qui est technologie n'arrivera qu'avec le développement de la recherche à l'intérieur des universités. Et ça, c'est très important. Alors juste, Et je peux finir sur, oui, Z-Top. et comme j'ai l'honneur de présider une commission sur l'intelligence artificielle au Parlement, je peux vous dire que la réflexion, elle est là. De partout, sur toutes les organisations marocaines, c'est que qu'est-ce qu'on va faire de cette intelligence artificielle? Et nous, notre réflexion, elle est beaucoup plus au service du citoyen. Parce qu'avant tout, c'est le citoyen qui compte. Sinon, mais j'ai bien fait d'avoir donné la parole à Anouar Sabri. Alors, juste pour rebondir par rapport à ce que dit Anouar, est important dans l'intelligence artificielle, c'est les prérequis. Les prérequis, c'est le cloud, c'est un prérequis. Et en fait, pour développer l'intelligence artificielle, les trois axes. Les trois axes sont des suivants. Donc, on dit toujours all sensing, all connected, all intelligence. Premièrement, il faut être capable de collecter les data. Il faut être capable de la transporter avec un bon réseau. Et il faut être capable de la traiter, d'où le cloud, le data center et les modèles d'intelligence artificielle. Donc collecter, transporter Et traiter. et traiter. Donc, si on n'a pas ça, Est-ce qu'on a ça aujourd'hui? Parce que par rapport à ce que vous dites, ça, c'est les fondations, c'est la base. les fondations, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, donc, il y a un programme qui est en cours, c'est la stratégie de Morocco 2030. Digital 2030. Tu as parlé de CSE, donc j'ai travaillé quand j'étais chez Huawei, donc avec Honoré Hachami, sur les autres documents que nous avons sortis sur l'urgence de la mise en place de la cloud nationale. Et donc, il y a des prérequis qui sont très importants, et c'est ça qui fait qu'il va développer l'intelligence artificielle. Ça, d'une part. D'autre part, quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, on traitait déjà des données avec le business intelligence. Et la business intelligence, on traitait des tableaux de bord, on faisait de la prédiction. Ça existait déjà. Tout à l'heure, je ne sais pas avec qui, ici, on a parlé de SAS. Et il m'a dit que SAS a disparu. SAS, c'était une société, donc il y a 35 ans, 30 ans, moi j'étais en France, c'était la Rolls des data. Donc, aujourd'hui, un peu moins, parce qu'ils ont loupé le coche, parce qu'ils sont restés sur la partie BI. Et BI, aujourd'hui, c'est has-been, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on peut aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est Oracle. Alors maintenant, tu as dit quelque chose, Anouar, par rapport à l'investissement d'Oracle. Ça, c'est quelque chose de formidable au Maroc, parce que dans 2 ans, 3 ans, nous aurons des logiciels made in Morocco, et c'est par Oracle. Et ce n'est pas pour faire de la publicité. Jitex Africa a accéléré l'investissement de plusieurs sociétés. Donc il y a Oracle qui a investi au Maroc, Amazon qui a lancé également donc, une annonce avec Orange l'année dernière, et il y en a d'autres qui vont être annoncés cette année. Donc je vous invite tous à se joindre à nous le 14, 15, 16 pour continuer ce débat. Lui ou pas lui, c'est parce qu'on va parler des fintech, on va parler des digital wallet, on va parler de la réglementation, on va parler de la crypto-monnaie. Au-delà de ce stand, il y a 650 speakers qui sont là, avec qui vous allez échanger. Il y a des investisseurs. Et c'est ça qui est important. Il y a 140 pays qui sont là. C'est ça le plus important. Le stand, ce n'est pas une finalité. Le plus important, c'est de participer et d'être là et échanger. On va parler de la réglementation, de la crypto-monnaie qui arrive au Maroc, des sociétés qui sont le digital wallet. Dans le healthcare, on va parler de l'IA. Sur un point, là, est-ce que toi, tu as l'avis plus ou moins arrêté, une position plus ou moins tranchée sur la structure juridique est-ce qu'il faut que pour la dérégulation, pas du tout? Vous savez, c'est ça. C'est important. Parce qu'on est dans un environnement où la dimension juridique, on l'a plus. Voilà. Apparemment, ça sécurise aussi l'État. Alors, le côté réglementaire, c'est quelque chose qui fait partie du plan d'exécution. En fait, quand on met en place une stratégie, la stratégie est escalée. Et après, le côté réglementaire, on le met en place au fur et à mesure
qu'on est en train de mettre en place un plan d'exécution. Donc un cadre réglementaire, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire. Parce que s'il n'y a pas de cadre réglementaire, on ne peut pas développer le Morocco 2030. Et là, je vais être clair, par exemple, rien que pour les télécommunications, il faut une réglementation et il faut une déréglementation. Pareil pour le cloud national, cloud first, donc il faut une réglementation. Pareil pour l'intelligence artificielle. Donc tout ça s'impose et ça doit être mis en place pendant le plan d'exécution. L'intelligence artificielle dans le traitement d'images aujourd'hui, dans la radiologie. Donc moi j'ai eu une expérience pendant le Covid où j'ai eu l'autorisation avec Huawei, donc à l'époque j'étais chez Huawei, donc on a fait cette opération, un POC, donc avec le CHU de Casablanca, et Ibn Rushd, donc en partenariat avec le ministère de la Santé. Et donc c'était extraordinaire parce que quand on a mis en place l'environnement, on passait pratiquement 1h30 pour faire l'interprétation d'une seule radio. Et donc au bout de 2 semaines, on faisait l'interprétation de la radio au bout de 20 secondes. Et après, le même patient, quand on lui fait passer la radio, donc l'algorithme faisait le delta pour dire est-ce que le traitement était bon ou pas et comment il peut être amélioré, il peut faire de la prédiction. Et en fait, ce que je veux revenir, c'est que l'IA peut être important si il apporte à l'humain quelque chose. Moi, je me rappelle, c'était au mois de septembre, on avait une conférence à Dubaï avec le président de Smart Africa. Et il a dit un speech qui est important. Il a dit « Not everything is hearable ». Là où l'intelligence artificielle peut nous apporter quelque chose d'intéressant, la santé. La santé, c'est important parce que c'est un apport pour l'humain. Aujourd'hui, on parle de l'énergie. L'énergie, donc aujourd'hui, on a besoin d'un green energy, on a besoin d'un green AI, on a besoin de green IT. Et on a besoin également, dans le sens inverse, comment l'intelligence artificielle peut mettre en place l'efficacité énergétique. Donc ça, ce sont des vrais sujets, beaucoup plus qu'aller se projeter de mettre en place un modèle AI. Merci. Oui, mais ça faut dire. Là, j'ai un appel en fait. Moi, je ne suis pas dans le domaine, donc je ne m'hasarderai pas ni à commenter, ni à... Mais je voudrais vous solliciter parce que je travaille particulièrement sur la question de l'eau. Ça fait à peu près 30 ans que je travaille sur ce sujet. Depuis que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, les données n'ont pas changé. On va vous dire, il y a 18 millions, il y a 4 chiffres, 18, 5 et 4. Depuis 30 ans. Bon, quand même, on a eu une sécheresse de 7 ans. Et les chiffres sont toujours les mêmes. Dans quelle mesure vous ne pourriez pas vous pencher sur cette problématique des données par rapport à l'eau? Parce que moi, je m'interroge sur la capacité des acteurs à monter des business plans pour tous les projets qu'on est en train de lancer, alors qu'on n'a pas les bonnes données. Voilà. Penchez-vous sur cette question, s'il vous plaît. La carte de l'eau, la carte, en fait, effectivement, comment mettre en place même les choix d'installation de barrages, par exemple. Oui, une station de dessalement qui doit obéir à des logiques rationnelles. Alors, je vous invite, donc en fait, on a 3 jours qui sont très chargés. C'est au Marrakech, le 12, le 13, le 14 avril. Si vous voulez discuter, si vous prenez un stand, vous en êtes voilà. On va parler de water management, on va parler de l'irrigation intelligente. Comment la 5G peut mettre en place des solutions de l'irrigation intelligente avec et là, effectivement, donc, ce sont des sujets, on va parler des experts, et c'est des solutions qui ont déjà été mises en place. Là, par exemple, on a des startups qui vont venir de Chine, qui vont parler d'une expérience, comment ils ont fait avec un drone, donc ils ont étudié la fertilité du sol, et ils ont pu augmenter la production tout à fait. Voilà. Moi, c'est sur un plan global. Parce que, en fait, le problème qu'il y a dans ce domaine, c'est qu'en plus, on ne peut pas se contenter de chiffres généralistes. Parce que vous avez les 2/3 de la ressource qui se trouvent dans 3 bassins hydrographiques. Donc, on ne peut pas avoir des données généralistes au niveau du pays. Vous voyez, en plus, il faut affiner et contextualiser. Bon, voilà. Vous aurez la moitié des données marocaines qui seront si vous mettez ça dans C'est problématique. Je
Je n'oublie pas tous les efforts qui sont faits. Hein. Je ne suis pas en train de... Mais sur cet aspect-là, je pense que on peut être sauvé par vos efforts à tous. Voilà. C'est vous qui avez ouvert la séance. Oui. Je vous propose, puis normalement, quand on a ouvert, on ferme. Voilà, donc si vous voulez bien fermer cette séance et cet événement. Eh bien, je remercie tout le monde. Je remercie nos intervenants et le public. C'était un débat très intéressant et riche en renseignements et en informations, avec le plaisir d'organiser d'autres, Inch'Allah. Et je remercie tout le monde. Merci à vous.